Bonjour à tous et bienvenue dans la conclusion de la formation Crypto 301 de l'Académie Découvre Bitcoin. Je vous félicite si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo et que vous avez bien suivi toute la formation Crypto 301 parce que c'était une formation qui était assez intense où on a vu beaucoup de choses, que ce soit en mathématiques, en cryptographie, en fonctionnement du protocole Bitcoin. Donc je vous félicite d'être arrivé jusque-là. Dans cette conclusion, on va essayer de résumer un petit peu tout ce que l'on a vu dans les différents chapitres, de revoir rapidement tout ce que l'on a vu, et d'avoir une vision un petit peu plus globale du portefeuille IHD, parce que finalement c'était un petit peu le but des derniers chapitres de cette formation, c'était de voir tout le processus de dérivation du portefeuille IHD depuis l'entropie jusqu'aux adresses, et on va revoir ça ensemble dans cette conclusion. Alors, dans le chapitre 2, nous avons étudié en détail les fonctions de hachage et les algorithmes de dérivation. Donc nous avons vu les informations essentielles à retenir de ce chapitre 2. Ce sont évidemment les caractéristiques des fonctions de hachage. Donc nous avons vu qu'une fonction de hachage doit être résistante à la préimage, résistante à la seconde préimage, résistante aux collisions et résistante à la falsification. Donc nous avons vu à quoi correspondent toutes ces résistances et nous avons vu que tout cela justifie pourquoi est-ce qu'on les utilise au sein du protocole Bitcoin. Dans le chapitre 3, nous avons étudié une autre méthode cryptographique qui est grandement utilisée sur Bitcoin, c'est la méthode des signatures numériques. Donc nous avons vu ensemble rapidement ce que sont les courbes elliptiques, comment fonctionne l'addition et le doublement de points sur les courbes elliptiques, pour passer d'une clé publique à une clé privée. Et ça nous a permis de comprendre justement plus en détail le fonctionnement du portefeuille HD déterministe hiérarchique. Dans les chapitres 4, 5 et 6, nous avons étudié justement le portefeuille déterministe hiérarchique. Donc ici, je vous ai mis un schéma pour résumer un petit peu tout ce que nous avons vu sur ce portefeuille. Alors déjà, nous avons vu que l'objectif du portefeuille HD, c'était de résoudre tous les problèmes liés au portefeuille JBOC qui dérivaient simplement des clés privées de manière aléatoire, avec aucun lien déterministe entre les différentes clés. Nous avions vu que ça posait un problème au niveau de la sauvegarde. C'était assez compliqué à utiliser pour des utilisateurs lambda, pour le grand public. Et donc le portefeuille HD est venu résoudre cela, et il a été introduit avec le BIP32. Le principe du portefeuille HD, c'est d'avoir quelques informations en base du portefeuille pour lesquelles on va effectuer une sauvegarde, et ensuite, avec cela, on va pouvoir déterminer toutes les paires de clés enfants qui permettent elles-mêmes d'accéder au Bitcoin détenu par le portefeuille. Donc, la base du portefeuille HD, ici, la première étape, c'est l'entropie, c'est-à-dire on va générer du bruit, on va générer un nombre aléatoire. Donc, on prend une information externe que l'on appelle entropie, on passe à un nombre aléatoire, et ce nombre aléatoire, on le formate dans un standard spécifique, en général 256 bits, pour faire une phrase de 24 mots. Ensuite, on va passer ce nombre aléatoire dans la fonction SHA-256, ça va nous donner un hash, on récupère les premiers bits de ce hash, et ça nous donne une checksum, une somme de contrôle. On concatène à la suite ce nombre aléatoire avec la checksum, et ça nous donne notre phrase mémonique, que l'on peut encoder en mots, pour nous donner 24 mots par exemple, ou 12 mots en fonction de ce que l'on a choisi, grâce à la liste de 2048 mots qui est fournie dans le BIP39. Ensuite, à partir de cette phrase mémonique, on va pouvoir générer la graine, que l'on voit ici, la seed du portefeuille, mais il y a une autre information qui vient en entrée de la fonction pbkdf2, c'est la passphrase que vous voyez ici. Donc la passphrase, c'est un cell cryptographique optionnel qui vient ajouter un mot de passe supplémentaire sur votre portefeuille. Attention, ce n'est pas le même portefeuille lorsque vous utilisez une passphrase, ça vous génère un nouveau portefeuille. Et donc ici, on a deux informations à sauvegarder à la base, la phrase mémonique et l'éventuelle passphrase. On passe tout ça dans la fonction pbkdf2 qui utilise comme fonction pseudo-aléatoire un hashmac SHA-512 et on effectue 2048 itérations. Cela nous donne en sortie notre fameuse graine. Ensuite, on va vouloir dériver la clé maîtresse et le code de chaîne maître. Donc on passe cette graine dans la fonction hashmac SHA-512 cette fois-ci, et on a besoin d'une deuxième entrée pour notre fonction hashmac SHA-512, donc on utilise par défaut pour tous les portefeuilles Bitcoin la phrase entre guillemets Bitcoin seed. C'est ce que vous voyez là. En sortie, on a un condensat, un output de 512 bits, on le sépare en deux. À droite, c'est notre code de chaîne maître, ici, et à gauche, cela va nous donner notre clé privée maîtresse, que l'on va appliquer dans un format parse 256, mais ça, nous l'avons déjà vu. Et donc, cette clé privée maîtresse et ce code de chaîne maître se trouvent tout en haut de la hiérarchie du portefeuille HD. À partir de là, on va pouvoir faire des dérivations de paires enfants, créer plusieurs branches,
et donc faire toute la structure de notre portefeuille. C'est ce que nous avons vu en détail dans le chapitre 5. Et donc cette dérivation de clé enfant, ici vous en avez un exemple, donc c'est ce que l'on a vu, hein, ça va dépendre de plusieurs choses. Est-ce que l'on souhaite dériver une clé publique, une clé privée? Est-ce que l'on souhaite dériver une clé renforcée, une clé normale? Nous avons vu également que pour dériver une paire de clés enfants, nous avons besoin de deux informations, une clé parent, ce que vous avez là, et un code de chaîne, ce que vous avez là. Ce sont les deux entrées de notre fonction hmax SHA-512. Et ces deux informations concaténées, eh bien, ça nous donne une clé étendue, c'est ce que l'on connaît, les xpub, les xprv, etc., etc. Donc une clé étendue, c'est une concaténation d'une paire parent avec son code de chaîne. Une clé maîtresse, cela n'a rien à voir, c'est uniquement cette clé-ci qui est là. Donc on ne fait plus d'erreur. Clé maîtresse, clé étendue, cela n'a rien à voir. Ce sont deux choses différentes. Donc pour dériver à partir d'une clé parent, on concatène la clé parent avec l'index. On passe dans la fonction hmax SHA-512 avec en deuxième entrée le code de chaîne parent. Ça nous donne un condensat de 512 bits. À droite, ça nous donne le code de chaîne enfant. Et à gauche, en fonction de ce que l'on souhaite calculer, par exemple ici j'ai calculé une clé publique, et bien dans ce cas on va passer le H1, c'est-à-dire la partie gauche du condensat dans ECDSA pour nous donner le point H majuscule 1. On va additionner avec la clé parent et ça nous donne ici une clé publique enfant avec l'index 1. À partir de cette clé publique enfant avec l'index 1, on peut dériver une adresse, c'est ce que nous avons vu dans le dernier chapitre, le chapitre 6. Pour cela, on va hasher notre clé publique compressée avec SHA-256, RIP-MD160, ça nous donne le hash de la clé publique. Ce hash de la clé publique, on va lui ajouter quelques métadonnées, on va calculer une checksum pour lui. Donc si on est sur un standard legacy, on va utiliser un double hachage SHA-256 pour calculer la checksum. Si on est sur un standard Segwit, Segwit V0, Segwit V1, etc., on va utiliser un programme BCH pour calculer la checksum. Et ensuite, on va lui appliquer un certain format, base 58 si on est sur un standard legacy et besh 32 si on est sur un standard Segwit. Et ici, on arrive enfin à notre adresse. Voilà pour résumer en gros le fonctionnement du portefeuille HD. Je vous félicite d'avoir suivi toute cette formation. En tout cas pour moi, ça a été un plaisir de la produire. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris plein d'informations. Maintenant que vous avez vu ces différents cours, je vous invite à passer sur l'évaluation. On vous a préparé avec Roxy un petit quiz avec différentes questions. Comme ça, vous allez pouvoir tester les connaissances que vous avez apprises au sein de cette formation Crypto 301. Donc, je vous invite à cliquer tout de suite sur cette évaluation, sur ce quiz. Et moi, je vous dis à bientôt.